Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver donc pour la suite de notre travail sur le Kavod, sur l'univers du respect. Et ce que je voudrais donc c'est continuer avec vous ce que nous avons commencé à étudier ensemble hier. Donc, rappelons-nous que nous nous étions arrêtés longuement sur la notion du respect des parents. Hier, on a commencé à rentrer dans l'univers du respect de l'autre de manière générale. Et nous avions ouvert sur cet enseignement, que je relis à nouveau, de Rabbi Elazar ben Chamoua, qui dit que l'honneur, le respect que tu as vis-à-vis de ton élève, te soit aussi cher que celui que tu voudrais que l'on ait vis-à-vis de toi. On se rappelle que la notion du respect, comme on l'avait vu au début, c'est l'expression de ce que nous avons vis-à-vis d'une personne qui a de la valeur. Lorsqu'on se retrouve vis-à-vis de quelqu'un qui a une certaine valeur, eh bien, évidemment, nous avons des marques de respect vis-à-vis de cette personne, nous ressentons du respect vis-à-vis d'elle, et nous avions vu ensemble eh bien, que regarde qui tu respectes, et à partir de cela, comprends peut-être quelles sont les valeurs qui sont fondamentales par rapport à toi. Et je crois que chacune et chacun d'entre nous peut s'interroger sur, mais au fond, quelles sont les personnes vis-à-vis desquelles j'éprouve un sentiment de respect. Éprouver un sentiment de respect ne veut d'aucune manière dire, d'une quelconque manière, éprouver un sentiment de respect, ce n'est pas du tout se tenir à distance, ne pas avoir de proximité, voire même un lien sympathique avec l'autre. Évidemment, le sentiment de respect, c'est quelque chose que l'on ressent vis-à-vis du tiers, mais d'aucune manière une crainte, une peur ou quoi que ce soit. Évidemment, quand on a du respect vis-à-vis d'une personne beaucoup plus âgée, qui est un sage qui connaît beaucoup de choses, alors on peut avoir une certaine forme de distance, mais faisons très attention à cela. Le respect, ce n'est pas l'expression d'une distance. Le respect, c'est quelque chose que l'on ressent. En deux mots, cette personne, on peut la voir comme étant quelqu'un que l'on admire. Pourquoi? Parce qu'elle exprime quelque chose de grand, elle exprime quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est donc un point fondamental. Qu'est-ce que dit donc Rav Wolbe en rapportant cet enseignement de Rabbi Elazar ben Chamoua, que l'honneur que tu as vis-à-vis de tes élèves te soit aussi cher que le tien propre. Traduction, dans le monde des relations verticales, maître-élève, et on va voir par la suite par enfant, ça on en a quand même beaucoup parlé, mais on peut imaginer ça aussi dans le monde du travail, eh bien, que l'honneur de l'autre te soit aussi cher que le tien propre. C'est-à-dire, préoccupe-toi de révéler à l'autre, même s'il pourrait se sentir dans une forme de sentiment d'infériorité, qu'il n'en est rien et que tu lui donnes du poids. Vous allez dire, mais c'est curieux, comment vais-je réussir à faire cela? Celui-ci est mon maître, il m'enseigne, il me le transmet, un savoir, une connaissance, et moi je suis là en train d'apprendre et d'être à l'écoute, et comment puis-je construire cela à l'intérieur de cette relation? On se parle correctement, normalement, avec beaucoup de gentillesse, mais le kavod, on a vu, c'est donner du poids à l'autre, lui révéler sa place et son importance, mais la relation est verticale. Eh bien, vous allez voir que c'est quelque chose que l'on peut arriver à faire, et on l'apprend d'un verset de la Torah. En effet, dans la Torah, il y a le prototype même de la relation maître-élève. Quel est le prototype de cette relation? C'est Moshe, Moïse, avec son élève par excellence, qui va devenir d'ailleurs son successeur, et ce ne seront pas les enfants de Moïse qui prendront sa succession, pas de népotisme, mais c'est Yoshua, Josué. Yoshua, dont le verset nous dit, Josué, Lo yamish mitocha ohel, qu'il ne s'écarte jamais de la tente. Quelle est la tente? La tente, c'est le lieu dans lequel Moïse se trouve, pour être à proximité permanente de son maître, non seulement pour apprendre son savoir, mais apprendre de son comportement. Et évidemment, c'est en cela où véritablement Josué est considéré comme étant l'élève de Moïse par excellence, car, pardonnez-moi l'expression, il ne le lâche pas. D'ailleurs, on va voir que quand Moïse monte sur le Sinaï pour recevoir la Torah, eh bien, Josué va le plus proche de l'endroit où Moïse va se retrouver, pour que dès le moment où Moïse se retrouve en bas du Sinaï, tout de suite, il puisse être dans sa proximité et apprendre, comme je l'ai dit, non seulement de son savoir et de sa connaissance, mais aussi de son comportement. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais c'est important au niveau purement d'une culture générale dans la Torah, lorsque Moïse, avant de partir de ce monde, va dire à Dieu, il va falloir que tu désignes maintenant mon successeur, il va falloir maintenant que tu désignes, c'est pas Moïse qui le désigne, c'est Dieu qui va désigner, eh bien, Moïse va définir celui qui doit avoir la responsabilité du peuple d'Israël, Ish Asher Ruachbo, quelqu'un qui est animé d'un souffle.
et nos maîtres de développer longuement ce concept, entre autres à travers l'idée suivante, quelqu'un qui comprenne que Shem Shen Partsufiem Domim, car Deotem et Nanchavot. Quelqu'un qui comprenne que de la même manière que les visages ne se ressemblent jamais, ainsi les pensées et les visions des choses ne sont jamais identiques. C'est-à-dire quelqu'un qui accepte de découvrir chez chacun et chacune d'entre nous une vision différente et intégrer cet élément pour pouvoir malgré tout diriger le peuple, ce qui est quand même un sacré travail. Ça, c'est Josué. Donc Yoshua, c'est l'élève par excellence. Or, intéressant de voir que un épisode important dans lequel, eh bien, Moshe va devoir prendre des décisions fortes, qui est le moment de la guerre contre Amalek à la sortie d'Égypte. Rappelez-vous que le peuple d'Israël, à la sortie d'Égypte, va se faire agresser par un peuple qui s'appelle Amalek. Eh bien, Moshe va dire à Yoshua, Bechar lanu anashim, choisis-nous pour nous des individus qui vont partir à la guerre. Il ne dit pas Bechar li, choisis pour moi, puisque c'est moi en fin de compte qui vais diriger les choses, Bechar lanu. Il le met au même niveau que lui. C'est-à-dire qu'il y a ici en effet une parole qui est d'une certaine manière impérative, donc qui révèle le principe de la relation, mais néanmoins, le lanou est là pour atténuer complètement cette dimension, lanou pour nous. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est que tu comprennes bien que nous sommes ensemble par rapport à cela. Et ce sentiment d'être à côté de l'autre réellement, parce que c'est l'autre qui l'exprime, et quand c'est Moïse qui l'exprime, c'est l'expression d'une vérité, et non pas juste de postures et de phrases qui se font de dire. Mais c'est vraiment ça, c'est ça qui veut dire qu'avot talmidcha chaviv alecha koshelach, que l'honneur de ton élève te soit le plus cher que toi, c'est-à-dire que de manière générale, dès le moment où nous nous retrouvons dans une relation qui est symboliquement celle du maître à l'élève, c'est-à-dire dans une relation verticale, de par la structure de cette relation, un employé, un patron, la relation qu'on le veuille ou pas, est un moment vertical, puisque c'est le patron qui dit des choses, eh bien, dès ce moment-là, faire en telle sorte que l'autre se sente profondément respecté à travers les postures que l'on va voir vis-à-vis de lui. Et on va voir l'expression de cela à travers une histoire que Rav Wolbe rapporte au sujet d'un maître extrêmement prestigieux qui s'appelait le Chazon Ish. Le Chazon Ish, d'ailleurs, il écrit entre autres ces ouvrages qui sont là. C'est quelqu'un qui a été non seulement un génie en Torah, quelqu'un qui avait des connaissances médicales fabuleuses, impressionnantes. Il n'a jamais été à la fac de médecine. Et en Israël, d'ailleurs, bon nombre de médecins, voire des professeurs, venaient le consulter pour certains cas complexes et qu'il leur donne des pistes de réflexion au niveau des diagnostics, voire même des stratégies opératoires. C'est quelque chose d'assez hallucinant, mais sur lequel on a eu beaucoup de médecins ont témoigné de cette connaissance qu'il avait, qui était assez incroyable. Et le Chazon Ish, eh bien, était un personnage évidemment de tout premier plan, d'une humilité incroyable, et le Chazon Ish se retrouvait en contact avec d'autres responsables de yeshivot, c'est-à-dire d'autres responsables de lieux d'études, et qui étaient souvent bien plus jeunes que lui, et évidemment qui n'avaient pas le même statut et la même stature que lui. Eh bien, lorsqu'il les appelait pour pouvoir traiter d'un sujet avec eux, il leur disait j'aimerais bien que nous puissions ensemble réfléchir à ce sujet. C'est-à-dire qu'il était en permanence dans le nous, et il demande à l'autre mais qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la décision d'après vous que nous devrions prendre? Pourquoi? C'est justement cette notion-là de kavod talmitra, de l'honneur que tu dois à ton élève. C'est-à-dire faire en telle sorte qu'il sente que la relation verticale soit structurelle, soit de par le statut qui est celui du maître et de l'élève, même si c'est structurel, mais ça peut être en dehors d'un cadre d'enseignement, ne soit pas un élément qui soit présent au niveau de l'échange. Et ce que l'on voit ici, eh bien, c'est que on nous demande au fond de bien réfléchir au respect que l'on doit avoir vis-à-vis de l'autre, en essayant d'en faire toujours plus. Pourquoi? Parce que tout simplement, savoir de quoi l'autre a besoin pour sentir qu'il a de la valeur à nos yeux demande une réflexion. La Torah nous donne un certain nombre d'interdits dans la relation à l'autre. Elle nous parle de l'interdiction de faire honte à l'autre, de le mépriser, de faire du lachon hara, de la médisance. Tout ça, c'est relativement défini.
même si parfois certaines personnes considèrent que ceci n'est pas mépriser l'autre, mais globalement, on a une idée claire. Par contre, respecter l'autre, lui donner du kavod, ça veut dire quoi? Et donc, ça demande de notre part une véritable réflexion qui doit se penser à l'aune de l'autre et bien réfléchir à ce qu'il a besoin réellement. Alors, de manière très concrète, comment est-ce qu'on pourrait faire pour avancer sur cela? Et on va tout de suite rentrer maintenant dans l'univers du respect, surtout dans le monde de la famille, et là ça va être un travail légèrement plus complexe, se dire mais au fond, comment puis-je faire pour que l'autre puisse ressentir que je lui donne de la valeur et qu'il a de l'importance à mes yeux, et qu'il a de la valeur en tant que tel? Comment puis-je faire? Quels sont les moyens de faire passer ce message? Et prendre le temps d'y réfléchir. Prendre le temps d'y réfléchir, et vous savez, ça passe à travers des choses qui sont parfois très simples. Ce que tu as dit, terriblement intéressant, c'est quelque chose que j'ignorais. Vraiment, merci beaucoup de me l'avoir appris. Ce genre de mots, ça donne de la chashivut, ça donne de l'importance. Ça donne de l'importance à l'autre. Et dans le monde du travail, respecter ses employés est quelque chose de fondamental. Respecter ses employés, c'est d'abord être capable de ne pas être dans l'autoritarisme, évidemment, mais surtout montrer que leurs paroles nous intéressent et qu'ils ont une valeur réelle par rapport à nous, et qu'on considère qu'ils ont de la valeur. C'est-à-dire, lorsqu'on les reçoit, les recevoir non pas entre deux portes, se poser avec eux, être à l'écoute de ce qu'ils vont nous dire, leur dire « j'entends bien ce que vous me dites, il faut que je prenne le temps de réfléchir », c'est-à-dire que la personne sente qu'elle a existé. Vous savez, parfois, on veut répondre tout de suite. Eh bien, dire à quelqu'un « laissez-moi prendre le temps de réfléchir », c'est quelque chose qui montre que ce que vous m'avez exprimé est quelque chose d'important. Moi, il peut m'arriver parfois que certaines personnes sont là et puis ils vous posent des questions et je vais pouvoir leur répondre. Je vous respecte suffisamment pour ne pas vous répondre immédiatement. C'est-à-dire, vous répondre vite fait et bien fait, ou parfois très mal fait d'ailleurs, parce que si on répond vite, souvent ça peut être mal fait, n'est pas quelque chose de très respectueux. Si véritablement je considère que ta question est une question, si véritablement je considère que tu es quelqu'un d'important, eh bien, cela vaut la peine que je me pose, que je prenne le temps de réfléchir avant d'exprimer mon point de vue, avant de t'exprimer ce que j'ai à dire sur tel et tel sujet. Alors, je laisse évidemment cette porte qui est ouverte, parce qu'on ne va pas faire ici un florilège d'exemples, mais nous voyons donc que, comme l'a dit Rabbi Elazar ben Shamoua, et c'était le deuxième enseignement, pardonnez-moi, qu'on avait vu, enseigne-nous un chemin qui nous amènera dans les mondes supérieurs, c'est-à-dire qui fera de nous des êtres grands. Et qu'est-ce qu'il dit? Que le respect que tu as vis-à-vis de l'autre te soit très cher, sois vigilant dans le respect que tu dois avoir vis-à-vis de ton ami. Et là, on rentre dans les sujets compliqués. Nous savons très bien que la relation de proximité avec quelqu'un et le fait que cette relation de proximité soit fréquente, eh bien, rend plus difficile cette notion de kavod. On est bien d'accord que les voisins, on les rencontre de temps à autre, des amis aussi, mais notre famille, on la rencontre au quotidien, de manière générale. Donc on arrive en effet à prendre le temps d'être à l'écoute de nos voisins, des personnes que l'on rencontre de temps à autre, de nos amis, mais vis-à-vis de notre conjoint et de nos enfants, comme la relation est quotidienne, évidemment que faire preuve de respect vis-à-vis de l'autre est beaucoup plus complexe. Or, s'il y a bien un lieu dans lequel la notion du respect doit être ancrée de manière claire, c'est bien l'univers de la famille. Lorsqu'il s'agit de nos parents, les choses sont légèrement différentes, parce que très tôt on les a habitués à les respecter. Alors ici, Rav Wolbe met un petit uppercut aux hommes. D'accord? Donc voilà, c'est clair. Il dit, réfléchissons. Dans une famille, eh bien, souvent, surtout si c'est le mari qui a la responsabilité économique, au plus profond de lui-même,
il pense que c'est le patron. Et voire même, il peut parfois, au plus profond de lui, être pas mécontent de réaliser qu'il est un peu le patron ici. Et évidemment, ça peut l'amener à faire preuve de mépris ou alors de manque de kavod, de respect vis-à-vis de son épouse. Nos maîtres nous disent que on doit avoir une vigilance particulière vis-à-vis de son épouse. Et là, évidemment, ça doit être dans les deux sens, qu'on soit bien clair, mais les Chachamim, quand ils nous disent l'homme, c'est qu'ils savent très bien que dans la nature profonde d'un homme, alors vous allez dire, mais non, on n'est pas comme ça, parce que grâce à Dieu, eh bien, vous avez grandi, parce que vous avez vu des exemples, parce que vous avez travaillé sur vous, et c'est génial. Mais de manière générale, le masculin, on va dire, a tendance à vouloir un petit peu jouer les patrons, a tendance à vouloir s'imaginer que c'est, allez, c'est moi le chef, et à partir de cela, eh bien, on se sent un petit peu supérieur à l'autre, plus encore si on a la responsabilité économique, et plus encore si à un moment on se rend compte que notre épouse, comme tout être humain normalement constitué, n'a pas que des qualités, et ça peut même parfois amener à une forme de mépris. Vous savez qu'il arrive à des personnes de m'appeler pour des problématiques de couple. Je ne suis pas thérapeute et de manière générale, je les oriente vers des personnes dans ce métier qui font partie de mon équipe. Mais je suis parfois affolé et atterré de voir les mots qui peuvent être prononcés à l'intérieur d'une relation de couple. Alors qu'on dise à l'autre, je suis très énervé, j'en ai assez, je vais arrêter tout, etc. C'est l'expression d'un désarroi, c'est l'expression d'une souffrance, c'est un appel au secours généralement. Mais les insultes, quand parfois ce sont pas juste des insultes avec la bouche, mais avec des gestes, c'est inimaginable. Or, c'est très présent, bien plus que ce que l'on peut imaginer, et dans tous les univers et dans tous les milieux. Mais comment se fait-il que ces mots-là, tu ne les prononces pas vis-à-vis d'autres personnes qui pourraient aussi te poser problème, comme dans toute relation de couple, à un moment, quelqu'un peut me poser une difficulté, ce qui est normal. Parce que l'autre, soit tu as peur de sa réaction, soit tu as un minimum de respect par rapport à lui et tu dis, ça se fait pas. La meilleure manière de savoir si ça se fait pas, c'est de se poser la question, et s'il y avait un tiers qui était là et qui te regardait, est-ce que tu agirais comme ça? Donc tu considères que c'est pas normal. Alors si c'est pas normal, pourquoi tu le fais? Je vous avais une fois partagé un enseignement que j'ai entendu de mon premier maître de Talmud, vis-à-vis duquel j'ai énormément de reconnaissance et de respect. Ce premier maître, eh bien, je l'ai entendu récemment donner un enseignement que j'ai beaucoup aimé, et je crois que je l'ai partagé déjà avec vous dans un cours, ici ou ailleurs d'ailleurs, je ne sais pas. Il y a un texte de la Mishnah qui dit « Bimkom shen ish, tishtadel yot ish ». Un texte de la tradition talmudique qui dit que là où il n'y a pas d'homme, soit un homme. Alors, on ne parle pas de l'homme. On dit, première lecture, là où personne n'assume ses responsabilités, assume. C'est-à-dire ne sois pas en train de dire les autres. S'il n'y a personne qui le fait, vas-y. Première lecture. Mais nous partager une seconde lecture que j'ai trouvée géniale. Il dit Bimkom shenish, lorsqu'il n'y a pas d'homme, lorsqu'il n'y a personne qui est en face de toi, c'est-à-dire lorsque tu n'es plus soumis au regard des autres, que tu es dans l'intimité de ton foyer, que personne ne te regarde. Hishtadel, fais l'effort d'être quand même quelqu'un que l'on appelle un être humain comme il se doit. Alors, bien sûr, on sait très bien que j'aborderai pas, enfin il ne s'agit pas de moi ici, ce pyjama à fleurs s'il y avait des personnes qui seraient là. Soit, ça à la limite, tout va bien. Évidemment que je serais peut-être assis plus correctement pour manger plutôt que de la manière dont je le suis. Soit. Mais il y a des limites. Il y a des limites entre ce que j'appellerais une certaine forme de décontraction et un lâcher-prise. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et surtout dans celui du respect que l'on doit vis-à-vis de son conjoint. Et en premier lieu, du fait que la Torah nous demande à nous, les hommes, et on sait très bien qu'aujourd'hui les violences conjugales, elles viennent bien plus du côté des hommes que des femmes. Ah bien sûr, parfois certains disent, elle m'a poussé le bout, elle m'a poussé à bout, ça peut exister. Mais la réponse elle est simple. Je peux comprendre, mais ça ne justifie rien. C'est-à-dire, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, tu as craqué parce que l'autre, que sais-je, vous savez, vous avez des personnes qui parfois, des femmes qui à l'extérieur sont très comme il faut,
mais à l'intérieur, elles sont glaciales. D'accord? Et au bout d'un moment, un homme peut craquer. Je peux comprendre, mais c'est inacceptable. Comprendre pour pouvoir mieux gérer les choses par la suite et comprendre ce qui s'est passé, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Parce que, on va vous expliquer, vous me comprenez? Je dis, aucun problème. Je peux imaginer ce qui s'est passé. Donc nous n'avons pas ici un pervers, un méchant, un violent. Mais non, mais à un moment, quelqu'un qui a craqué, comme on dit un peu vulgairement, face à une situation dans laquelle l'autre peut avoir sa responsabilité. Mais si on me demande, et d'après vous, c'est acceptable de craquer de cette manière? Ma réponse, elle sera clairement non. Clairement, non. C'est inacceptable. Comprendre, ce n'est jamais justifié. Comprendre, c'est pour pouvoir mieux percevoir ce qui se passe, pour pouvoir le gérer par la suite. On a besoin de comprendre. Quelqu'un qui dit, écoutez, je n'ai pas envie de comprendre ce que vous avez fait, c'est interdit. On peut le dire au tout début. C'est interdit, tu n'as pas à agir. Maintenant, explique-moi pourquoi tu en es arrivé là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et souvent les personnes considèrent que comme, et surtout dans leur logique, eh bien, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Eh bien, non, il y a d'autres choses à faire. Il y a d'autres options, évidemment. Qui a dit que dans une situation difficile, tu dois insulter l'autre, tu dois lever la main? C'est marqué où ça? Ah, c'est trop difficile, tu te lèves, tu pars, tu vas dans ta chambre, tu fais un tour, je ne sais pas. Évidemment, ce sont des situations qui existent, mais il faut travailler en amont. La Torah nous demande de travailler en amont, c'est la raison pour laquelle le respect de l'autre est tellement important a priori. Parce que plus je donne du poids à l'autre, et ici en l'occurrence à mon conjoint, plus je le valorise, plus il représente quelque chose, mieux j'arriverai à savoir gérer des moments pareils s'ils se passent, et surtout, je pourrai véritablement fonctionner comme la Torah l'attend de moi. Et on va voir ici quelque chose de très intéressant. On va essayer de battre en brèche certains concepts qui sont très romantiques, d'accord? La spontanéité, le ressenti et tout, c'est très sympa. Mais spontanément, j'ai eu envie de lui mettre une claque. Ouais, spontanément, j'ai eu envie de lui faire un gros bisou. Tu réfléchis? Est-ce que c'est ça dont l'autre a besoin maintenant? Est-ce que c'est l'endroit? Est-ce que c'est le cadre? Est-ce que véritablement, il y a une réflexion à avoir? Vous savez, on a là-dedans un Pentium, hein, ça fonctionne à toute vitesse si on s'habitue. Comme nos maîtres disent, le cerveau, c'est exactement le contraire d'un verre. Le verre, plus tu le remplis, moins tu pourras le remplir. Moins tu le remplis, plus tu pourras le remplir. Le cerveau, c'est le contraire. Moins on le remplit, moins on l'utilise, moins on pourra le remplir. Plus on le remplit, plus on l'utilise, plus on pourra le remplir. Donc, il faut s'habituer à réfléchir. Il faut s'habituer à réfléchir. Et cette notion de kavod dans le couple est fondamentale. Est fondamentale. Et ça commence d'abord par quoi? Et on va évidemment pas pouvoir aujourd'hui tout aborder, on continuera à l'aborder demain de manière importante. C'est évidemment ne même pas pouvoir imaginer utiliser un vocabulaire ou avoir des gestes, c'est-à-dire nous sommes dans l'inimaginable, c'est-à-dire c'est même pas en rêve. Et pour cela, il faut s'habituer évidemment à avoir un vocabulaire correct et ne pas s'habituer dans des rapports de force. Ce n'est pas simple malheureusement pour ceux qui ont vécu ça dans leur famille. Quand des enfants ont vu malheureusement le père ou la mère s'insulter, je ne parle pas se crier dessus, mais j'en ai assez, mais pourquoi tu as fait ça, mais regarde-leur qu'il est, etc. Ou ça, c'est ce qu'on appelle des craquages de colère. On peut mieux faire. Je parle de l'insulte, espèce de et nanana, et va de tata, et malédiction, et qu'est-ce que je fais avec ce. J'ose pas le dire, c'est moche. Voir me secouer, mais qu'est-ce que tu. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Vous imaginez si les enfants grandissent là-dedans? C'est pas simple. D'abord, de ce qu'ils ont emmagasiné, et puis après, les risques de reproduction. Et c'est pour cela que quand on l'a vécu, il est important de faire un travail par rapport à soi-même, parce que malheureusement, si on était habitué à ce que dans une situation de crise, dans une relation de couple, c'est comme ça qu'on réagit, on pourrait éventuellement le reproduire, parce qu'on a été imprégné d'une certaine manière de voir et de penser et de vivre les choses. Donc,
Au niveau du couple, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là-dessus, on va se focaliser sur l'univers du respect dans le couple, parce que c'est quelque chose de capital. Le respect dans le couple commence d'abord par une chose très simple. C'est quoi la question numéro 1 qu'on a tous dans nos couples? Pas « est-ce que tu m'aimes ?» Parce que ça ne veut rien dire. Et comme les gens qui disent à l'autre « je t'aime plus », ça veut dire quoi que tu m'aimes plus? D'ailleurs, vous le savez, les gens qui disent à l'autre « je t'aime plus », regardez le nombre de compliments qu'ils leur ont fait depuis un certain temps, vous constaterez qu'il est 0. Moins tu te donnes les moyens de voir ce que l'autre est réellement, plus il y aura de la distance au niveau émotionnel. C'est normal, c'est logique. Mais ça sera un autre sujet qu'on abordera à un autre moment. La chose la plus importante, dans une famille, et évidemment d'abord, sur la base de cette famille, c'est quoi? Eh bien, c'est d'avoir une réponse régulière à la question suivante. Quelle est ma place? Qu'est-ce que je représente vraiment pour toi? On a besoin d'avoir une réponse à cela. Et c'est génial, parce que si j'ai besoin d'avoir une réponse, c'est parce que justement, savoir ce que je représente pour les autres, c'est sympa. Mais ce qui m'intéresse, c'est pour toi. Parce que justement, tu es mon conjoint, tu es mon mari, tu es ma femme. Et pour moi, c'est super important. Quelle est ma place? Qu'est-ce que je représente pour toi? Quelle est ma valeur? Cette question, elle est là et elle est récurrente. Vous savez, ça ne sert à rien de dire à quelqu'un un jour, tu sais, pour moi, tu es tout, et puis ne plus le dire jamais. Bon, alors, je vais faire un aveu, je suis ashkénaze. D'accord? Très bien. Mais bon, il y a pire que ça dans ce bas monde. À ce qui paraît, les ashkénazes, au niveau des émotions, tout est claquemuré, tout est fermé, on n'exprime rien. Ce qui n'est pas impossible après la Shoah, mais bon, on peut éventuellement essayer de bouger. Vous savez, on dit qu'à ce qui paraît dans le mariage ashkénaze, quand le mariage a eu lieu, le mari s'isole quelques instants avec son épouse et lui dit « Chérie, regarde-moi bien, est-ce que tu m'écoutes ?» Et avec beaucoup d'émotion, de force et de puissance, il dit « Ma chérie, je t'aime ». Il continue. Et tant que je ne te dirai pas le contraire, c'est que je pense la même chose. Évidemment, on sait très bien qu'on a besoin de manière récurrente d'entendre des choses. On a besoin de les entendre, de les percevoir. Même si on le sait, on a besoin que l'autre nous l'exprime. Ce sont des choses qui sont nécessaires. Et a fortiori, sur ce point-là, quelle est ma place? Qu'est-ce que je représente? Regardez, c'est ce qu'on voit avec nos enfants. De manière régulière, ils se disputent. Pourquoi? Pour voir comment on se comporte vis-à-vis d'eux. Il en est de même dans le couple. Vous allez dire quel est le rapport avec le respect? Mais j'ai l'impression que tout le monde a plus de place que moi, va dire madame ou monsieur. Et c'est ces phrases, vous savez, qu'on a tous connues. À un moment ou à un autre, peut-être parfois une fois dans le couple, c'est possible. C'est intéressant, hein, quand les autres te parlent, là tu les écoutes. Moi je me rappelle, jeune marié. Ah, quand je t'avais dit ça, tu ne l'avais pas entendu, mais maintenant que c'est l'autre qui te l'a dit, ça tu l'as entendu. À bon entendeur, salut. Clairement, bah oui, bah, c'est vrai. Donc, suite, ça veut dire que l'autre a plus d'importance que moi. Donc moi, j'ai pas vraiment d'importance. J'ai pas de poids. Or, rappelons-nous kavod. Kaved. Kaved, c'est quoi? Kavod, le respect, provient de la racine kaved, qui veut dire lourd, qui veut dire donner du poids. Mais quel est mon poids? Quelle est ma place? Qu'est-ce que je représente pour toi? Ah mais regarde, je te fais des cadeaux. Super. Non, ça c'est ma carte vitale. La carte, d'accord? Alors, il y en a pour qui, mais c'est d'une facilité déconcertante. Grâce à Dieu, la banque suit à tous les niveaux. Mais quand c'est facile, ça ne veut pas dire que j'apprécie pas. Mais qu'est-ce qui me montre mon importance? Parce que tout simplement, tu as sorti 500 €, 800 €, 1000 €, 5000 €, que sais-je, chacun suivant ses moyens, pour m'offrir un cadeau, j'apprécie. Mais donner du poids à l'autre, c'est autre chose. Surtout, surtout, dans l'univers du couple. Et si vous le voulez bien, eh bien, nous allons évidemment reprendre ce thème à partir de demain, l'approfondir et rentrer un petit peu plus dans le cadre de savoir comment concrètement on peut mettre ça en place. Je vous remercie pour votre écoute. Bezrat Hashem, on se retrouve demain pour la suite de ce cours sur le kavod, sur le respect.